l'examen de l'ENSA pour l'année 2019. L'exercice 1. On présente ci-dessous les trajectoires, le vecteur vitesse et le vecteur accélération A du centre d'inertie G d'une balle où la somme de forces, le vecteur représentant la résultante des forces exercées sur le ballon en mouvement. Donc la question 21, choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc on sait que la somme des forces elle est égale à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération elle est, donc puisque la trajectoire elle est curviligne ou bien circulaire, donc Hg elle est égale à l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Donc Hg elle est collinéaire à la somme des forces. Donc Hg elle est perpendiculaire aux vitesses, car la vitesse elle est toujours tangentielle. D'où parmi les trois propositions, c'est le numéro 2 qui répond à la question. C'est-à-dire que la somme des forces, elle est centripète, c'est-à-dire elle est collinéaire à la force centrale. Et V, elle est perpendiculaire, c'est-à-dire qu'elle est tangente à la trajectoire. Donc, c'est cette partie-là. Simplement, il faut tracer un arc ici. Donc, c'est ça qui est la réponse juste. Donc, ça c'est faux, ça c'est faux. L'exercice 2, on dispose sur un plan horizontal 3 corps M1, M2, M3 de masse respective M1, M2, M3 remorqués par une force F. Donc les accélérations de M1, M2, M3 ainsi que les tensions du fil T1, T2. Donc quel est le couple qui sont justes? Donc on a le schéma ici, donc ici c'est T1, ça c'est T'1. Donc le principe de l'action et de la réaction ils sont les mêmes. Ainsi ici T2 et T'2 ils sont les mêmes. Donc on a les fils sont inextensibles et de masse négligeable et les frottements sont négligeables. Donc puisque le mouvement se transmet intégralement le long de OX, c'est-à-dire que T1 est égal à T'1 et T'1 est égal à T2 et T2 est égal à T'2 et T'2 est égal à F. Du fait que les fils sont inextensibles et les frottements sont négligeables, c'est-à-dire que l'ensemble est déplacé par la même vitesse. Donc l'accélération elle est constante, c'est-à-dire que AM1 est égal à AM2 est égal à AM3 est égal à 4. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc on a P1, on a R1, on a P2, R2, on a P3, R3, on a les forces de traction et on a F. On a donc pour le M1, on a cette équation. Pour M2, on a cette équation. Pour M3, on a cette équation. Et on a A et les constantes est égale à 4 mètres par seconde carré. Donc on va projeter ces relations sur l'axe des X. Donc R1, R2, R3 sont perpendiculaires car les frottements sont négligeables. Donc pour la première, on va trouver T1 est égal à 8. Pour la deuxième, on a moins T1 plus T2 qui est égal à 5 fois 4 est égal à 20, c'est-à-dire T2 elle est égale à 28. Et pour 3,
moins t plus f est égal à 8 fois 4 est égal à 32, c'est-à-dire que f il est égal à 60. Donc, on a T1 il est égal à T'1, T2 est égal à T'2, car les fils sont inextensibles, sans masse, donc T1 il est égal à 8, T2 il est égal à 28. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste, et on a encore F il est égal à 60 newtons, comme c'était mentionné ici. La question 3, on considère un mobile de masse M relié à deux ressorts idiots, c'est-à-dire on a R1 et on a R2, de raideur K1 et K2, et pourront se déplacer sans frottement, suivant le plan horizontal. Donc, quelle formule vérifie la fréquence des oscillations du mobile? Ainsi que la longueur L1 du ressort R1 à l'équilibre du mobile est donnée. Donc, à quoi est égal L1, c'est-à-dire de ressort R1. Donc, voici le croquis. Donc, on a R1. Donc, son élongation, c'est delta L1. Ici, K2, c'est delta L2. Donc, dans l'état initial. Donc, après compression, on va comprimer le R2. Donc, ceci, il se prolonge. Donc, ceci se prolonge d'une distance X. Ça, il est comprimé d'une distance moins X. Donc, pour le A, on a T1 plus T2 égale à 0. C'est en équilibre. C'est-à-dire que T2 est égal à T1. C'est-à-dire qu'au moins K delta L1 plus K2 delta L2 égale à 0. Pour le B, on a un mouvement, c'est-à-dire ceci est égal à MHG. Donc par projection ici, on a moins T'1 plus T'2 est égal à MX secondes. C'est-à-dire moins K1 delta L1 plus X, et ça c'est K2 delta L2 moins X est égal à MX secondes, c'est-à-dire on a cette équation, et vu que ça est égal à 0, donc on va simplifier ce terme, il reste tout simplement ces deux expressions. Donc ceci, on va tout simplement diviser par M et on va déplacer le moins de ce côté. Donc on a cette équation ici. C'est l'équation d'oscillation, ou bien c'est l'équation d'un oscillateur harmonique. Ça c'est la pulsation propre. Donc on a F est égal à 1 sur T0 et T0 est égal à 2 pi sur oméga 0. Donc tout simplement c'est des calculs. Donc on va trouver que F est égal à 1 sur 2 pi racine carrée de K1 plus K2 sur M. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. La question 25, on veut L1, c'est-à-dire cette longueur ici. Donc on a, pour la situation A, on a trouvé ceci, et on a ici delta L1, c'est L1 moins L0. Et delta L2, c'est L2 moins L0. Et on a D, c'est L1 plus L2. Tout simplement, on va la remplacer ici. Donc on déduit que, donc à partir d'ici, on tire L2, on va la remplacer ici. Donc tout calcul fait,
nous donne L1 est égal à cette expression. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. C'est tout simplement du calcul. Donc l'exercice 4, on considère le dispositif représenté ci-contre. Les deux ressorts sont de masse négligeable et présentent la même raideur K, qui est égale à 100 newtons par mètre. Les masses M1 et M2 ont la même valeur, est égale à 1 kg. Donc choisir la proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc maintenant, on a les deux ressorts dans une position verticale. Donc on a les deux ressorts de masse négligeable. Donc ici, on a la tension T1 qui s'oppose à P1, on a ici T'1, on a ici T2, on a ici P2. Donc ça, c'est le poids qui est relié à ce ressort, et ça, c'est le poids qui est relié à ce ressort. Ça, c'est X, donc ça, c'est L1, ça, c'est L2. Donc il y a un déplacement delta L1 et un déplacement delta L2. On a M1 égale à M2, on a K1 est égal à K2. Puisqu'on a une proposition qui est correcte parmi les quatre choix possibles. Donc, pour A, donc si on va vérifier pour A, on a l'équilibre pour le ressort en haut, T1 plus P1 plus T'1 plus T2 plus P2 égale à 0. Donc, on projette sur l'axe OX, on aura donc T1 moins P1 moins T'1 plus T2 moins P2 égale à 0. Or, T'1 elle est égale à T2, c'est-à-dire, on va la remplacer ici. Donc, on tire T1, elle est égale à cette expression ici, qui est égale à 20 mètres. Donc, T1 égale à 20 mètres, c'est-à-dire que K delta L est égal à 20. D'où delta L, elle est égale à 20 sur 100, est égale à 0,2 mètres, c'est-à-dire 20 centimètres. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice 5. Une corde, comme le montre la figure ci-dessous, subit une perturbation se propageant de gauche à droite avec une célérité V égale à 5 mètres par seconde.
Donc la valeur du retard temporel du point M1 par rapport à la source de l'onde S, c'est-à-dire cette partie-là. Donc quoi est égal? Donc la question 28, la photo de la corde ci-dessus a été prise à une date choisie comme origine du temps T0. La distance séparant le maximum d'amplitude de l'onde et la source à la date T1 qui est égale à 0,20 secondes. Donc voici l'allure de la courbe, voici la vitesse. Donc on sait que V elle est égale à SM1 sur tau. Donc tau elle est égale à SM1 sur V. Donc ça c'est le retard. Donc ceci est égal à 60 millisecondes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. La question 28, donc d'après la courbe, donc la distance de S à M2, ici c'est 40. Donc ceci est égal à 40 cm, on a T1, elle est égale à T de SM2, et T0 c'est TM1. Donc ça c'est T0 égal à 0. À l'instant T0, l'aspect de la corde est celui schématisé ci-dessus. À l'instant T0, alors SM2 elle est égale à 40, qui est égal à 0,4 mètres. À l'instant T1 qui est égal à 0,2, alors SM2 à l'instant T1, elle est égale à SM2 à l'instant T0 plus M1, M2, plus cette distance ici. Donc cette distance plus cette distance ici. Donc M1, M2, elle est égale à la vitesse fois delta T, qui est égal à T1 moins T0. Donc on va trouver qui est égal à 1 mètre. D'où SM2 à l'instant T1, elle est égale à 0,4 plus 1, c'est-à-dire 1,40 mètres. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice numéro 6, on considère deux objets A et B flottant sur la surface de la mer. Elles sont séparées d'une distance D égale à 51 mètres. Ils subissent une série de vagues d'amplitude de mètres, considérée comme une onde sinusoïdale de période T égale à 9,1 secondes. Donc la distance qui sépare A et B est la distance minimale pour laquelle les deux objets vibrent en phase. À la date T égale à 0, l'objet A est au sommet d'une vague. Donc la question 29 choisit parmi les quatre représentations ici, celle qui correspond au mouvement de l'objet A. La question 30, l'objet B à T égale à 0 se trouve. Et la question 31, les dates pour lesquelles l'objet A se trouve au creux d'une vague s'exprimant. Donc il se trouve au-dessus, c'est-à-dire dans des positions en bas.
Donc, on a la distance AB est égale à 51 mètres, l'amplitude YMA est égale à l'amplitude de YMB est égale à 2 mètres, T égale à 9,1 secondes, donc à T égale à 0, A est au sommet de la vague, A et B vibrent en phase, donc ça ce sont les données. Donc d'après les croquis proposés, on voit que la représentation 3 qui répond aux critères. Donc elle est au sommet, ça c'est 9,1. Et B, elle est au sommet, elle aussi. Donc c'est la représentation 3 qui répond aux critères mentionnés dans l'énoncé. La question 30, vu que A et B vibrent en phase, et A est au sommet, donc B se trouve aussi au sommet. Donc A au sommet, donc il faut cocher la réponse A. Concernant la question 31, au creux d'une vague, alors A et B vibrent en opposition de phase. C'est-à-dire A, elle reste au sommet et B, elle est au creux. C'est-à-dire B, il se trouve avec A en opposition de phase. Donc AB, elle est égale à cette relation ici qui exprime la vibration en opposition de phase. Donc AB, elle est égale à V fois T. Lambda, elle est égale à V fois la période. Donc, on va prendre ici, on va la remplacer ici. On va trouver donc que T, elle est égale à N plus 1 demi qui multiplie la période T. Donc, il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. L'exercice 7, soit N0, le nombre de noyaux radioactifs présents à un instant considéré comme initial d'une population de noyaux radioactifs, soit T1,5 le temps de demi-vie des noyaux constituant cette population. Donc la question 32, le nombre de noyaux, c'est-à-dire le nombre de noyaux à le temps T1,5 qui reste au bout de la durée NT1,5. Donc on a nt, elle est égale à 1,0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc à l'instant t1,5, n, à l'instant t1,5, elle est égale à 1,0 sur 2, qui est égal à 1,0 moins lambda t1,5. Donc on tire lambda est égal à ln de 2 sur t1,5. Donc n pour n t1,5, elle est égale à 1,0 l'exponentielle de moins lambda n t1,5. Donc la variable ici, c'est n t1,5. Donc on remplace lambda par sa valeur. Et donc on va simplifier par t1,5. Donc il reste 1,0 e moins n ln de 2. C'est-à-dire, ça c'est l'exponentielle de moins ln de 2 à la puissance n. Donc ceci, ça nous donne donc l'exponentielle de moins ln de 2 à la puissance n, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de 2 à la puissance n. Et ça est égal à 2 à la puissance n. D'où n à l'instant n t1,5, elle est égale à 1,0 sur 2 n. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste.
l'exercice numéro 8. On considère 4 circuits électriques A, B, C et D, représentés sur la figure ci-dessous. Les 4 circuits sont alimentés au travers un interrupteur K par générateur parfait de force électromotrice E. La bobine est supposée idéale, c'est-à-dire que la résistance interne elle est égale à 0. Donc on ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale à 0, soit IT le courant débité par le générateur. Donc la question 33, le circuit A, vers quelle valeur tend la tension UR aux bornes de la résistance R lorsque T tend vers l'infini? Le circuit B, dès la fermeture d'interrupteur K, quelle valeur prend I de T? Le circuit C, dès la fermeture de l'interrupteur K, quelle valeur prend I à l'instant T? Et la question 36, circuit D, en régime stationnaire établi ou permanent, la tension aux bornes de R1. Donc voici le A. Donc on ferme l'interrupteur. Donc on a ce qu'on appelle la loi d'émail ou bien la loi d'addition des tensions. Donc E il est égal à U de R plus U de C. U de R il est égal à RIT et UC est égal à QT sur C et DQ sur DT est égal à I. Donc on dérive cette équation ici. Et puisque la dérivée, ça c'est constant, donc la dérivée égale à 0. Donc on aura cette équation ici. Donc on va tout simplement diviser par R, on a cette équation ici. Donc soit celle-là est égale à 0, c'est-à-dire c'est égal à ça. Donc la première intégration est dans ceci, donc I de R elle est égale à cette expression ici. Lorsque t tend vers l'infini, ce terme est vers 0, c'est-à-dire que UR à t égale à l'infini, il est égal à 0. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc pour le B, on ferme toujours l'interrupteur. Donc à l'instant t égale à 0, le condensateur C se comporte comme un fil. Et par suite, I à l'instant t égale à 0, il est égal au courant de court-circuit. C'est-à-dire qu'il est égal à E sur R, puisque le générateur est idéal. Donc R est égal à 0. Résistance interne, d'où I à l'instant t égale à 0 est égal à E sur 0, c'est-à-dire plus l'infini. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 35. On a R, elle est parallèle à L. À t égale à 0, la bobine, elle, se comporte comme un interrupteur qui est ouvert, comme s'il n'existe pas. Donc E, elle est égale à RI, T à l'instant 0. C'est-à-dire que I de T à l'instant T égale à 0 est égal à E sur R. Donc ceci est égal à E sur R, donc il faut cocher la réponse B. La question 36, le régime il est permanent. Donc elle se comporte comme un fil, ce qui court-circuite la résistance R2. Donc la résistance R2, comme il n'existe pas. Donc on aura le schéma ici.
Donc UR1, elle est égale à UC. Et UC, elle est égale à E. Donc UR1, elle est égale à E. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. L'exercice 9, dans un circuit électrique représenté sur le schéma ci-dessous, le commutateur est placé dans un premier temps sur la position 1, de telle sorte qu'un régime permanent est atteint. À l'instant t égale à 0, elle est placée en position 2. On s'intéresse à l'évolution du courant IT en fonction du temps. Donc parmi les 4 évolutions, A, B, C, D, sur le graphique, choisir la représentation qui traduit correctement l'évolution du courant de T en fonction du temps. Donc en position 2, le condensateur se décharge dans R2. Donc dans la position 2, on a cette tension, elle est égale à celle-là. C'est-à-dire que celle-là, elle est égale à celle-là. Donc on a UC plus UR2 plus UR2, elle est égale à UC moins 2R2. Donc I de T, elle est négative car le condensateur se décharge. Donc puisque le régime il est permanent, on a donc, ça c'est l'équation de la décharge, donc I de T, elle est négative. Donc à l'instant T égale à 0, donc ceci est égal à moins E qui est négatif. Donc moins E est égal à moins 2R2, I de T égale à 0. C'est-à-dire que I de T égale à 0 est égal à E sur 2R2. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. L'exercice 10, une onde plane monochromatique visible de longueur d'onde lambda éclaire une fente fine de largeur L pratiquée dans un écran opaque. La figure de diffraction observée sur un écran de projection situé à la distance D derrière la fente présente une frange centrale brillante limitée par 2 franges sombres. Donc l'expression de la largeur de la frange centrale brillante de cette figure de diffraction est. Donc c'est toujours, on a le même schéma, donc ici c'est l'ouverture θ, ça c'est L, ça c'est la tâche, donc ça c'est L sur 2. Donc on s'intéresse tout simplement à cette partie-là. Donc tangente de θ, elle est égale à
L sur 2 sur D. Et tangente de θ, elle est à peu près égale à θ. Puisqu'il est petit, donc θ est égal à lambda sur L. L, c'est l'ouverture ici. Donc, on a cette équation ici. On tire donc L, elle est égale à cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. L'exercice 11, on réalise une pile avec les couples. Ça, c'est ce qu'on appelle l'or. Ça, c'est le cuivre. Donc, sont respectivement les concentrations initiales. Donc, cette écriture-là, c'est la concentration. Donc, ici, initiale des ions de cuivre et de l'or. Un ampèremètre indique que le courant électrique circule dans la demi-pile, alors vers la demi-pile en cuivre. Donc, choisir la proposition correcte parmi les 4 suivantes. Donc, puisque le courant circule dans ce sens, c'est-à-dire que ça, c'est la partie qui est l'anode positive. Et ça, c'est l'anode négative. Donc, on a AU3 sur AU. Ici, on a CU de plus sur CU. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la cathode. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anode. Donc, le courant circule de la demi-pile, donc ça, c'est l'or, vers la demi-pile cuivre. Donc, les électrons circulent dans le sens inverse, c'est-à-dire ils circulent à partir de cet compartiment vers celle-là. Donc, les électrons circulent de Ci de plus sur Cu vers Au3 plus sur Au. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La dernière question, le quotient de réaction initiale QI. Donc, on a deux demi-équations redox. Donc, l'équation globale, donc il faut multiplier ça par 2 et ça, il faut multiplier par 3. Donc, on a cette équation qui est ça, c'est l'équation globale. Donc, on s'intéresse tout simplement à ceux qui ne sont pas solides. Donc, on laisse ce qui est solide. Donc, tout simplement, on va prendre celle-là à la puissance 3 sur celle-là à la puissance 2. Donc, la réponse, c'est celle-là. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.